Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show. Aujourd'hui, épisode 5, donc, qui débute une nouvelle petite saga dans cette série, qui a l'air, ma foi, assez intéressante. Je sens poindre la tragédie à 1000 km, et je sens que ça va être tout aussi poignant que les épisodes qu'on a eu avant. Donc, très hâte pour le coup d'être à la semaine prochaine et de voir est-ce qu'on va avoir juste un mini-arc en 2 épisodes ou un peu plus nombreux? Ça, on verra, mais je sens que ça va être encore quelque chose d'assez touchant. Donc, on retrouve Jinya. Donc, visiblement, il a l'air de toujours rester dans la même ville. Ça, c'est plutôt sympathique. On voit en fait l'évolution des personnages vraiment sur le long terme. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, même si j'ai énormément de mal à comprendre comment est-ce qu'on va ramener ça en fait sur la fin du premier épisode. Je vois vraiment pas le lien qui va se faire. Alors, j'ai pas vraiment bien retenu au niveau des dates. Je ne sais pas si on est dans la même année que lors des épisodes 3 et 4. Mais on a toujours un peu les mêmes personnages qui tournent autour. Donc, Ginia continue de venir comment dire, au petit restaurant qui sert des nouilles. Et donc, il a toujours une bonne relation avec le patron et avec Ofu. Et notamment, il y a un truc que j'aime bien, c'est-à-dire qu'ils avaient eu une discussion dans les épisodes précédents sur la signification des fleurs. Ils avaient réussi à se connecter un petit peu par rapport à tout ça, et on voit que ça se continue du coup dans cet épisode-là. Où en gros, voilà, elle l'interroge un petit peu sur différentes fleurs, lui dit qu'il fait un peu plus attention à celles qui passent. Là, il parle des fleurs d'automne. Et en gros, voilà, ils arrivent vraiment à connecter comme ça. Visiblement, Ofu lui explique des trucs, en fait. Et Jinya explique que bah, quand tu t'y intéresses un minimum, c'est fascinant. Et c'est un truc sur lequel je suis totalement d'accord. Il n'y a pas énormément de sujets, moi, qui me passionne, on va dire, mais je m'intéresse un petit peu à tout, et c'est vrai que je peux passer, une fois que j'ai commencé à m'intéresser sur un sujet, je peux passer des heures à faire des recherches là-dessus. Donc je comprends totalement le sentiment. Et là où ça va devenir intéressant sur cet épisode-là, c'est qu'elle commence à lui dire que bah, maintenant qu'il connaît à peu près toutes les fleurs des différentes saisons, et qu'il est un petit peu capable de les reconnaître, ils vont pouvoir passer aux contes et aux légendes, globalement, qui sont rattachées à ces fleurs-là. C'est par exemple, je pense que l'une des fleurs les plus connues pour ceux qui regardent un petit peu la culture japonaise, ça va être les Higanbana. Donc c'est ces fleurs, récemment on en a vu dans le trailer de Silent Hill F, un petit peu si vous suivez un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, c'est ces espèces de fleurs rouges qui sont extrêmement associées à la notion de la mort. Et donc tu sais que quand il y a ces fleurs-là, c'est généralement qu'il y a quelque chose d'un petit peu tragique qui sait ou qui va se passer. Je pense par exemple à un des endings de Fruit Basket. J'ai envie de dire ending 4, si je me trompe pas. Où en gros, on voit tous les personnages importants de la série, notamment les Zodiacs, représentés avec des fleurs, avec des plantes en arrière-plan. Et on a le personnage de Kyoko Honda, qui est un personnage qui est mort au début de l'histoire, qui a justement ces fleurs-là autour d'elle. Donc voilà, la symbolique est assez importante. Je recommande d'ailleurs, il faudrait que je la mette en description, il y a une vidéo faite par une chaîne anglaise. Donc malheureusement, faut être un petit peu, faut parler un petit peu, ou alors il y a peut-être que les sous-titres sont disponibles, je suis pas sûre. Mais en gros, qui analyse vraiment tout cet ending sur le point de vue de la symbolique des fleurs. Et franchement, c'est juste fascinant. Si vraiment vous aimez un petit peu foot basket ou que ça vous intéresse un petit peu la symbolique autour des fleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Franchement, je trouve qu'elle est vachement cool. Donc voilà, donc on commence un petit peu à parler un petit peu de ça. Et on revoit également Natsu. Donc Jinya discute un petit peu avec elle. Donc il parle notamment de mariage, du fait que bah, Natsu à l'heure actuelle a 16 ans. Donc c'est un petit peu l'âge où on commence à s'intéresser à ce genre de choses. Ou en tout cas qu'il n'est pas rare que les familles poussent les jeunes gens à se marier. Et donc du coup, Jinya a l'air de penser que à terme, elle va se marier avec Zenji.
donc avec le serviteur qu'on avait découvert dans un épisode précédent. Et je dois bien avouer que oui, je trouve qu'ils sont plutôt mignons ensemble, ça me dérange pour le coup pas du tout de les shipper, même si du point de vue de Natsu, elle a plutôt l'air de le considérer comme un grand frère. Alors, est-ce que c'est juste qu'elle ne s'autorise pas forcément à penser de cette façon-là, parce que elle a l'air particulièrement embarrassée quand il a mis le sujet sur la table, mais c'est peut-être juste qu'elle n'y a jamais pensé. Mais voilà, elle met en avant le fait que bah, pour la boutique de son père, bah, ce serait quand même mieux si elle épousait plutôt soit un samouraï, soit quelqu'un dans le commerce. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là. Je ne m'autoriserai pas à penser à ça puisque ce ne serait pas bien vu par la société ou quoi que ce soit. Et puis peut-être parce qu'elle a aussi des vues sur Ginia, ce serait vraiment pas impossible. Puis encore une fois, je trouve qu'ils seraient mignons aussi tous ensemble, mais pour le coup, eux, je les vois vraiment plus dans une relation grand frère, petite sœur. Déjà parce que du coup, bah, ça fait forcément le parallèle avec sa relation avec Suzune à l'époque, mais aussi parce que bah, comme c'est la fille adoptive de son propre père, voilà, ce serait pas de l'inceste parce qu'ils sont pas liés par le sang, pas directement, mais je pourrais comprendre que ça pourrait être mal vu aussi de la part des fans, les fans qui s'offusquent de trucs. Ah, j'ai récemment vu, apparemment, il y a eu des critiques sur le dernier épisode de Black Butler, épisode 4, ou enfin, sur un des premiers épisodes, sur des trucs que dit Sullivan, et je me dis, mais les gens, c'est le but de cette. Enfin bref, les gens s'offusquent sur des trucs maintenant. Donc voilà, il y a un petit peu cette question-là qui est un petit peu mise sur la table. D'ailleurs, c'est très très drôle parce qu'il y a le père de Hofu qui lui dit quand il constate que Jinya et Natsu ont repris un peu contact, il dit à sa fille, il va falloir que tu te battes, ma fille et tout. Et c'était quelque chose que j'avais évoqué à la fin de soit épisode 4, soit épisode 3, vous saurez me dire à ce niveau-là, mais sur le fait que voilà, Jinya ne s'autorise pas à envisager une vie plus simple, parce qu'il a sa quête des démons et ça a un petit peu remis sur la table. Enfin, Natsu lui demande du coup pourquoi est-ce qu'il pourfend des démons en fait, et lui il lui répond bah parce que quelque part c'est un petit peu tout ce que j'ai, et puis qu'il n'y a pas vraiment grand monde a priori qui voudrait d'un vagabond comme moi quoi, qui a pas de travail, qui a pas de situation, qui a rien. Donc voilà, la question tourne un petit peu autour de la table. J'aime bien qu'on évoque ce genre de sujet pour le coup. C'est très intéressant pour les personnages et pour la société dans laquelle ils évoluent. Donc voilà, on a des petits trucs, c'est sympathique. Ça fait tranche de vie, ça fait vraiment, et puis ça fait vraiment sympa de voir tous les personnages qui interagissent un petit peu entre eux. Mais c'est pas le cœur de l'épisode, puisque donc le mystère qu'on va essayer de résoudre dans ce mini-arc, c'est visiblement la disparition d'un homme qui était l'aîné de sa famille, mais dont tout le monde a oublié l'existence, à part son frère cadet, qui est justement, bah, en fait, le recherche parce que de son point de vue à lui, il a disparu, que personne ne s'en souvient, pas même ses propres parents, ce qui est quand même assez dur à encaisser. Et du coup, voilà, il est persuadé qu'il s'est passé quelque chose, il s'inquiète, donc voilà, ça va être le gros mystère qu'on va se concentrer dans cette partie-là. Et à la base, Genia ne veut pas prendre ce cas, puisqu'en gros, le patron et Ofu lui disent un petit peu au gars que bah, y a Genia un petit peu qui s'occupe de ce genre de cas. Mais Genia lui explique que bah, s'il n'y a pas de démon qui est impliqué dans cette affaire-là, il n'y a pas forcément grand-chose qu'il pourra faire, et à la base, donc il ne veut pas s'y intéresser. Mais Ofu et son père essayent vraiment de lui dire c'est quelqu'un de bien, ça le bouleverse et tout. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose, même un truc de base, quoi. Et Ginia donc finit par accepter, finit par lui poser quelques questions sur tout ce qui s'est passé. Et un des trucs les plus intéressants, c'est que donc apparemment avant sa disparition, donc au mois de janvier à peu près, donc son grand frère lui a dit que il partait voir sa fille. On nous explique pas si son frère était au courant qu'il avait une fille. Il a pas l'air de réagir plus que ça, de dire que c'était bizarre. Donc, a priori, c'est qu'il était au courant. Maintenant, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il doit aller voir sa fille et pourquoi est-ce qu'elle ne vit pas avec lui, avec sa mère. Voilà, ça pose quelques petites questions intéressantes sur le pourquoi du comment, surtout dans un truc aussi, aussi codifié que la société japonaise. Euh, donc on verra ce qui se passe. Et il évoque notamment le fait que, bah, suite à sa disparition,
il y avait des fleurs qui sont restées dans sa chambre, alors qu'a priori personne n'est vraiment venu les y mettre. Il évoque du coup des petites fleurs au cœur jaune avec des pétales, des petits et des fins pétales blancs. Bon, moi, le domaine des fleurs, le domaine des plantes, c'est absolument pas mon truc. Moi, personnellement, ça m'évoque marguerite ou pâquerette. A priori, c'est des narcisses. Et ça a l'air d'inquiéter et d'attrister beaucoup Ginia et Ofu, qui du coup s'y connaissent dans ce langage-là. Parce qu'apparemment, le narcisse, c'est pas vraiment une bonne, comment dire? Ah, j'en perds mes mots. Mais ça n'évoque pas quelque chose de positif, quoi. Alors moi, je m'y Narcisse, le seul truc que je sais, c'est plutôt de la légende, des légendes grecques ou latines, je sais plus lequel des deux. Mais en gros, que voilà, Narcisse, c'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à s'admirer dans le reflet des rivières, je crois. Alors, je sais plus la raison exacte du pourquoi est-ce qu'il a été transformé en fleur, mais voilà, il a été transformé en fleur, globalement. Moi, c'est la seule chose que ça m'évoque, le narcisse. Mais ce serait très intéressant, du coup, de découvrir qu'est-ce que dit la mythologie japonaise sur cette fleur-là, pour le coup. Sur notre nouveau personnage du coup qu'on découvre, qui s'appelle Miura, si je me trompe pas, on découvre que c'est quelqu'un qui est très intéressé par les sabres de manière générale, et notamment il est très intéressé par le sabre que porte Jinya. Et en fait, il va, de par la description que lui fait Jinya, de dire bah, j'habitais dans un petit village de montagne et j'occupais un poste qui faisait que j'avais le droit de porter un sabre. Miura va déduire qu'il s'agit de Kadono, et que bah voilà, il commence à raconter un petit peu tout ce qu'il sait, tout ce qu'il aimerait bien savoir. Mais Ginia essaye de recentrer un petit peu le sujet. Et c'est intéressant du coup parce que donc le patron du resto va offrir à Ginia un cadeau de Miura, qui apparemment sont une famille vassale de l'empereur ou du shogun, l'un ou l'autre. Mais voilà, c'est quand même des gens bien respectés et autres. Et en fait, donc Miura a offert au patron du coup un petit cadeau, c'est un espèce de truc qui se met sur les sabres apparemment. Et donc, vu que c'est juste comment dire, vu que c'est juste le patron d'un resto, il estime que bon bah c'est pas à lui d'avoir ce genre de choses, et donc il l'offre à Ginia, qui pour l'instant accepte simplement de le conserver. Donc est-ce que, à l'instar par exemple de ce que lui a offert Mosquet, il va le garder ad vitam aeternam, ou est-ce que potentiellement ça va l'aider à résoudre le cas en question? Voilà, tout est possible pour le coup. On verra, parce que si ça oui, non, j'allais dire, si ça se trouve, c'est pas un cadeau de Miura, mais de son père, enfin de son frère, puisque donc le patron a l'air de connaître un petit peu la mère. On voit pas le père dans cet épisode-là, mais on sent que la mère, elle est assez dure, effectivement. Donc, voilà, c'est des petits indices qui sont là. Je lance des théories, on verra bien ce qu'il en est. Oui, et dernier détail très intéressant dans cet épisode-là, qui débute et qui conclut l'épisode, on a une jeune fille qui est en train de jouer au ballon et qui est en train de chanter une petite comptine. Donc qui va de 1 il se passe ça, 2 il se passe ça, 3 il se passe ça et compagnie. Qui a l'air de faire beaucoup écho à l'histoire du frère de Miura. Donc est-ce que c'est la fille en question qu'il allait voir? Peut-être, même si apparemment on voit vite fait a priori les personnes qui l'ont élevée, ou en tout cas des personnes qui ont l'air d'être très importantes pour elle, ça n'a pas l'air de correspondre à la description qu'on a eue du frère, en termes physiques, je veux dire. Donc voilà, très très compliqué, mais la fin de l'épisode a l'air quand même de laisser sous-entendre qu'il y a quelque chose d'assez sombre qui s'est passé autour de cette jeune fille. Donc est-ce qu'elle est devenue un démon? Est-ce qu'elle a juste perdu ses proches? Voilà, il y a c'est une figure assez comment dire? Et surtout, il y a des narcisses qui sont liés à elle dans ce qu'elle est en train de raconter. Donc ça met encore des liens en perspective. Mais ce genre de figure de petite fille qui est en train de jouer au ballon, avec cette coupe assez particulière et avec ce genre de comptine à la bouche, c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres séries. Donc, voilà, généralement plutôt en lien avec la mort d'ailleurs, ce qui est partie de ce qui fait partie de sa chanson également. Donc,
Voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. C'est clairement important, donc on verra bien. Il me semble qu'on voit d'ailleurs cette petite dans l'ending. Je peux pas être sûre du tout, mais vu que l'ending ajoute petit à petit des personnages qu'on rencontre dans la série, peut-être. Voilà, je pose le truc comme ça, on verra bien du coup ce qu'il en est dans le prochain épisode. Voilà, voilà, j'ai peut-être mis un petit peu du temps à mettre en place mes idées. Je suis désolée si la review a du coup été un petit peu plus compliquée à suivre. Mais merci de m'avoir écouté et je vous propose du coup qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans cet épisode, dans les commentaires, et puis voilà. Portez-vous bien les gens. Bye.